Au petit matin, l'appartement de Yann semblait encore retenir la chaleur de la nuit. Le silence y avait quelque chose de doux, presque trompeur, comme si rien ne pouvait venir troubler l'intimité qui venait de naître. Yann observait Carole avec cette attention nouvelle qu'on réserve à quelqu'un dont la présence commence déjà à compter davantage qu'on ne voudrait l'admettre. Carole, elle, gardait une maîtrise parfaite de ses gestes. Rien dans son attitude ne trahissait ce qui se jouait réellement derrière son sourire. Lorsque Yann lui proposa de revenir dès le soir suivant, son enthousiasme fut spontané, presque désarmant. Mais elle répondit qu'elle devait travailler, repoussant leur prochaine soirée à la semaine suivante avec une légèreté savamment dosée. Yann ne chercha pas à insister. Il accepta cette distance provisoire comme une simple contrainte professionnelle, convaincu qu'une autre rencontre viendrait bientôt prolonger ce qu'il venait de partager. Pourtant, son regard disait déjà autre chose. Il y avait dans sa façon de la suivre des yeux une impatience nouvelle, le signe discret d'un homme qui commençait à s'attacher sans même s'en rendre compte. À ce moment-là, Carole quitta l'appartement avec la même aisance qu'elle y était entrée. La porte à peine refermée derrière elle, le visage qu'elle offrait à Yann sembla disparaître avec le couloir. Quelques instants plus tard, elle prit son téléphone et envoya un message tendre à Élise, lui écrivant qu'elle avait hâte de la retrouver, comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. Cette simple phrase résumait toute l'ambiguïté de la situation. D'un côté, Yann croyait découvrir une femme qui lui plaisait et auprès de laquelle il avait envie de se laisser aller. De l'autre, Élise recevait les mots rassurants d'Agnès, persuadée que leur relation avançait dans la bonne direction. Entre les deux, une seule personne maîtrisait entièrement la vérité. Pendant ce temps, Élise se confiait à Ludo avec une sincérité qui rendait le double jeu d'Agnès encore plus cruel. Elle lui expliqua que tout se passait bien depuis le début de leur histoire, au point qu'elle n'avait encore trouvé aucun défaut à sa petite amie. Cette confiance tranquille donnait à ses paroles une douceur presque fragile, puisqu'elle ignorait tout ce qui se jouait derrière son dos. Mais cette impression de stabilité reposait sur un équilibre profondément trompeur. Agnès était capable de quitter le lit de Yann au petit matin, puis de se tourner aussitôt vers Élise avec des mots affectueux. Leur contraste était saisissant, tandis que chacun croyait occuper une place unique dans sa vie, elle passait d'un rôle à l'autre sans laisser paraître la moindre fissure. Dans le même temps, une autre tension traversait Montpellier. Ève profitait d'un moment avec Thomas et se réjouissait de le retrouver, même si elle savait déjà que le retour auprès de Muriel risquait d'être délicat. Cette appréhension ne suffisait pourtant pas à gâcher leur journée. Elle choisit de vivre pleinement ces quelques heures, attentive au plaisir de l'enfant et à la simplicité de leur complicité. Ève emmena Thomas voir un spectacle de Guignol, puis passa encore un peu de temps avec lui au parc. Pour elle, ces instants avaient une valeur qui dépassait largement une simple sortie. Ils représentaient une continuité affective qu'elle refusait de voir disparaître, comme si prendre soin de l'enfant lui permettait aussi de maintenir vivant tout ce qui restait lié à Elliot. Lorsque l'heure du retour arriva, cette parenthèse légère se referma brusquement. Ève savait que Muriel n'apprécierait probablement pas qu'elle ait pris certaines libertés, d'autant plus qu'elle ramenait Thomas plus tard que prévu. La joie du parc laissa alors place à une tension plus contenue, faite de regards prudents et de mots qui risquaient à tout moment de réveiller leur désaccord. Muriel, de son côté, ne parvenait pas à considérer ce retard comme un simple détail. Ce qui l'irritait n'était pas seulement l'heure, mais le sentiment qu'Ève décidait parfois seule de ce qu'elle pouvait faire avec Thomas. Derrière cette contrariété immédiate se dessinait une question plus profonde, celle des limites, des places de chacun et du rôle qu'Elliot devait encore conserver. Au même moment, Boris apportait une nouvelle qui aurait dû mobiliser toute l'attention de Muriel. Un distributeur chinois se montrait très intéressé par Finoma, ouvrant la possibilité d'un contrat potentiellement décisif. Boris voyait là une occasion qu'il ne fallait surtout pas laisser passer. Pourtant, Muriel peinait à se concentrer, préoccupée par Ève et par le retour de Thomas. Boris, lui, mesurait immédiatement ce que cet intérêt pouvait représenter. Il expliqua à Berthier et Bilal qu'il valait la peine de tenter une négociation ambitieuse, car un accord de cette ampleur pourrait changer beaucoup de choses. L'enthousiasme était réel, mais il se heurtait au tempérament plus prudent de Bilal, que Berthier qualifiait avec humour de scientifique grincheux et professionnel. C'est alors qu'un détail beaucoup moins rassurant apparut ailleurs, loin des discussions commerciales. Salomé remarquait des rougeurs sur sa peau et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Son visage la démangeait, l'inconfort devenait difficile à ignorer, et elle se demandait s'il pouvait s'agir d'une allergie. Alexis et Pablo, eux, envisageaient aussi l'hypothèse du stress. Salomé chercha d'abord une solution simple, presque instinctive. Pensant que sa peau avait peut-être seulement besoin d'être apaisée, elle appliqua encore Finoma pour l'hydrater, espérant calmer les sensations désagréables. Mais au lieu de retrouver du confort,
Elle eut bientôt l'impression que son visage brûlait davantage, comme si ce qu'elle tentait de soulager lui échappait complètement. L'inquiétude monta progressivement. Ce qui ressemblait quelques instants plus tôt à une irritation gênante prenait désormais une dimension plus préoccupante. Salomé sentait que la situation empirait et Alexis lui conseilla de se rendre à l'infirmerie. Elle hésita pourtant, consciente qu'elle risquait de manquer son devoir surveillé de mathématiques avec Sabine, avant de comprendre que son état passait désormais avant le reste. Pendant qu'elle se décidait à chercher de l'aide, aucune conclusion ne pouvait encore être tirée sur l'origine exacte de cette réaction. Finoma était présent dans ses gestes comme dans les conversations professionnelles de Boris, mais rien ne permettait encore d'établir un lien certain. Ce contraste suffisait néanmoins à installer un malaise. Au moment même où le produit attirait de nouvelles ambitions, Salomé, elle, voyait sa peau s'enflammer. À l'infirmerie, Salomé finit par trouver face à elle quelqu'un capable de prendre au sérieux ce qu'elle ressentait. Claire observa les rougeurs qui s'étaient installées sur son visage et écouta attentivement ses explications. La jeune fille décrivit les démangeaisons, cette sensation de brûlure qui ne cessait de s'intensifier, et l'inquiétude qui grandissait à mesure que sa peau devenait plus douloureuse. Claire pensa alors à une dermatite de contact, une inflammation provoquée par une substance irritante ou mal tolérée. Elle examina également la nouvelle crème que Salomé utilisait, sans remarquer immédiatement quelque chose d'anormal. Cette absence d'évidence ne suffisait pourtant pas à banaliser la situation, car le visage de Salomé exprimait déjà combien l'inconfort était devenu difficile à supporter. Elle lui conseilla donc de ne plus rien appliquer pendant une semaine et de se rendre en pharmacie pour acheter un produit au pH neutre. Le conseil était simple, mais pour Salomé il signifiait surtout qu'elle allait devoir renoncer à ses habitudes et attendre pour comprendre ce qui avait provoqué cette réaction. Son inquiétude demeurait entière, même si Claire avait réussi à lui donner une direction. Pendant ce temps, chez Finoma, l'ambiance était presque opposée. Là où Salomé cherchait à calmer une peau devenue imprévisible, Boris continuait de mesurer l'importance du contact avec le distributeur chinois. Pour lui, l'intérêt manifesté représentait une ouverture considérable, peut-être même un tournant capable d'offrir au projet une dimension nouvelle et beaucoup plus ambitieuse. Bilal restait pourtant vigilant. Son tempérament scientifique l'empêchait de se laisser emporter uniquement par les perspectives commerciales, même si les avis des clients qu'il consultait avaient quelque chose de rassurant. Berthier plaisanta sur son côté grincheux et professionnel, mais derrière l'humour se trouvait une réalité. Chacun savait qu'un contrat de cette importance nécessitait de garder la tête froide. Le contraste devenait alors presque troublant. D'un côté, les chiffres, les retours clients et les possibilités d'expansion nourrissaient l'optimisme. De l'autre, Salomé venait de quitter l'infirmerie avec la consigne d'arrêter tous ses produits. Pourtant, rien ne permettait encore de relier formellement les deux situations, et cette incertitude rendait chaque détail plus lourd de sens sans autoriser la moindre conclusion. Dans le même temps, une autre affaire occupait la police. Fabrice Collat venait d'apprendre par Lovar qu'il serait de nouveau convoqué au commissariat. L'annonce n'avait rien d'anodin pour lui. Derrière chaque interrogatoire se cachait la même menace, celle de parler trop, de prononcer un nom de trop, puis de devenir une cible pour ceux qu'il craignait davantage encore que la justice. Lovar ne chercha pas à minimiser le danger. Il lui fit comprendre que s'il livrait un seul nom, les conséquences pourraient être mortelles. Collat répondit avec une lucidité froide que son silence était son assurance vie. Cette phrase révélait à elle seule l'emprise exercée par le réseau sur ceux qui en connaissaient les rouages, même lorsqu'ils se trouvaient derrière les barreaux. Manu reprit ensuite l'interrogatoire en présence de Lovar. Cette fois, il apportait une proposition claire du procureur. Collat pouvait donner les noms des responsables du réseau en échange d'une réduction de peine et d'un placement à l'isolement. Sur le papier, l'offre semblait lui donner une porte de sortie. Mais pour Collat, elle ne suffisait manifestement pas à effacer la peur. Sa réponse fut brutale, presque provocatrice. Le marché du procureur, il le rejetait sans hésitation. Derrière cette arrogance apparente se devinait pourtant une logique de survie. Collat semblait persuadé qu'aucune protection officielle ne pourrait réellement le sauver si les responsables qu'il redoutait apprenaient qu'il avait parlé. Son refus renforçait donc autant le mystère que l'inquiétude. Manu savait qu'une confrontation classique risquait de ne mener nulle part. Si Collat se murait dans le silence, il fallait imaginer autre chose, une stratégie assez audacieuse pour contourner sa peur et peut-être le pousser directement vers ceux qu'il cherchait à protéger. C'est ainsi qu'un plan extrêmement risqué avait été conçu, avec l'accord de Baker, malgré tout ce qu'il pouvait entraîner. Plus tard, Thierry fut chargé de ramener Fabrice Collat en prison. Tout semblait se dérouler comme lors d'un transfert ordinaire. Pourtant, à un moment précis, alors que Thierry était au téléphone, Collat aperçut une possibilité de fuite.
Il n'hésita pas longtemps. L'homme profita de l'occasion et parvint à s'échapper avec une facilité qui aurait pu paraître inexplicable. Pour n'importe quel observateur extérieur, la scène ressemblait à une erreur monumentale. Un détenu dangereux venait de prendre la fuite presque sous les yeux d'un policier. Mais en réalité, rien n'avait été laissé au hasard. Cette évasion faisait partie du dispositif imaginé par Manu et validé par Baker, une manœuvre délibérée destinée à faire croire à Kola qu'il avait retrouvé sa liberté. L'enjeu était immense. En laissant Kola se sentir hors de portée de la police, Manu espérait probablement qu'il se comporterait différemment de ce qu'il faisait en détention. Mais le plan comportait aussi un risque évident, celui de perdre le contrôle d'un homme qui connaissait des individus suffisamment dangereux pour lui faire considérer le silence comme la seule garantie de rester en vie. Pour l'instant, pourtant, Kola restait sous surveillance. Les policiers le suivaient discrètement et la situation semblait encore maîtrisée. Cette apparente maîtrise ne supprimait toutefois pas la tension. Chacun savait qu'une opération de ce genre pouvait basculer au moindre imprévu, surtout lorsque la cible ignorait totalement que son évasion elle-même avait été transformée en instrument d'enquête. Pendant ce temps, Alex et Élise continuaient à examiner les dossiers de Cécile Alphand. Les documents s'accumulaient devant eux, exigeant attention et méthode. Élise se replongeait dans son travail avec le sérieux habituel, comme si sa vie privée ne comportait aucune zone d'ombre. Elle était loin d'imaginer que, quelques heures plus tôt, Agnès avait quitté l'appartement de Yann. Cette ignorance rendait sa position d'autant plus fragile. Au commissariat, Élise cherchait des incohérences dans des dossiers professionnels, entraînée à repérer ce qui ne collait pas. Pourtant, dans sa propre relation, elle ne voyait encore aucun signe inquiétant. Elle avait même confié à Ludo qu'elle ne trouvait pas de défaut à Agnès, sans savoir que la faille se trouvait déjà juste devant elle. À cet instant, le véritable avantage appartenait toujours à Agnès. Elle connaissait ce que Yann ressentait, savait ce qu'Élise croyait et pouvait ajuster son comportement à chacun d'eux. Tant qu'aucune contradiction ne surgissait entre les deux vies qu'elle menait, son mensonge restait solide. Mais plus les liens se renforçaient, plus l'équilibre devenait difficile à maintenir sans laisser de traces. Pendant que l'opération autour de Fabrice Kola avançait sous haute surveillance, Ève retrouvait Thomas dans une atmosphère beaucoup plus quotidienne, mais pas moins chargée d'émotions. Le petit avait apprécié le spectacle de Guignol, puis le moment passé au parc. Pour Ève, ces heures simples avaient quelque chose de précieux, parce qu'elles lui permettaient de préserver une continuité affective qu'elle refusait de voir disparaître. Mais lorsque vint le moment de ramener Thomas, la légèreté de la journée s'effaça peu à peu. Ève savait qu'elle arrivait en retard et que Muriel risquait de mal le prendre. Ce retard n'était pas seulement une question d'organisation. Entre elles, chaque détail semblait désormais pouvoir rouvrir une tension plus profonde, liée à la place d'Elliot et à ce que chacun voulait préserver. Muriel accueillit donc le retour de Thomas avec une irritation difficile à masquer. Elle reprochait surtout à Ève d'avoir pris des libertés qu'elle ne jugeait pas acceptables. Le spectacle, le parc, l'heure du retour, tout cela formait à ses yeux un ensemble qui confirmait qu'Ève agissait parfois selon sa propre logique, sans tenir suffisamment compte des limites qu'elle voulait poser. Boris, présent au moment du retour, prit Thomas avec lui pour lui donner son bain. Ce geste permit aux deux femmes de se retrouver face à face sans l'enfant entre elles. Muriel choisit alors de mettre les choses au clair, notamment au sujet du recours devant le juge. Le ton restait contenu, mais derrière les phrases, la divergence apparaissait de plus en plus nettement. Ève, elle, refusait une idée qu'elle considérait comme profondément injuste, celle qu'Elliot puisse être effacé de l'histoire. Pour elle, il ne s'agissait pas d'imposer une présence ou de nier les difficultés du présent. Il s'agissait simplement de ne pas faire comme si Elliot n'avait jamais existé, comme si son lien avec Thomas pouvait être supprimé par une décision. Cette opposition révélait deux sensibilités qui ne parvenaient pas encore à se rejoindre. Muriel cherchait à définir un cadre qu'elle estimait nécessaire, tandis qu'Ève se battait pour préserver une mémoire et une place qu'elle jugeait légitime. Entre elles, Thomas devenait malgré lui le point de rencontre de blessures, de responsabilité et de loyauté qui dépassait largement sa simple garde. Dans le même temps, Boris devait aussi garder l'esprit tourné vers Finoma. L'intérêt du distributeur chinois restait une opportunité considérable, et il savait que la négociation pouvait devenir déterminante. Pourtant, autour de lui, les préoccupations personnelles s'invitaient dans les discussions professionnelles. Muriel, notamment, peinait à se concentrer alors que le retour tardif de Thomas occupait encore ses pensées. Berthier, plus léger dans sa manière de réagir, continuait de plaisanter avec Bilal. Il voyait bien que ce dernier restait fidèle à son tempérament prudent et rationnel. Là où Boris envisageait déjà les perspectives commerciales, Bilal cherchait encore des éléments concrets pour se rassurer.
Les avis clients qu'il consultait allaient plutôt dans le bon sens, ce qui contribuait à calmer certaines de ses réserves. Mais au même moment, Salomé continuait de ressentir les effets de sa dermatite de contact. Les conseils de Claire étaient clairs: arrêter les produits pendant une semaine et utiliser ensuite quelque chose de neutre. La jeune fille devait donc renoncer à la tentation de multiplier les applications pour calmer immédiatement sa peau, même si cette attente risquait de lui sembler frustrante et inconfortable. Aucun élément ne permettait encore d'affirmer que Phinoma était responsable de ses rougeurs. Claire elle-même n'avait rien vu d'étrange dans la crème que Salomé lui avait montrée. Pourtant, le simple fait que Salomé ait appliqué le produit alors que son visage brûlait suffisait à créer une tension narrative, d'autant plus forte que Phinoma attirait parallèlement l'attention d'un important distributeur étranger. Pendant ce temps, Fabrice Colas avançait dans une liberté qui n'en était pas vraiment une. Il pensait avoir profité d'une faille pendant son transfert, mais chaque mouvement restait observé. La police avait pris le risque de lui donner l'impression qu'il avait échappé au contrôle, dans l'espoir de découvrir ce qu'il ne voulait surtout pas révéler pendant les interrogatoires. Manu savait que le succès de l'opération dépendait de la discrétion. Colas ne devait à aucun moment comprendre qu'il était suivi. S'il soupçonnait un piège, il pouvait disparaître, changer de stratégie ou se refermer encore davantage. Tout reposait donc sur cette fragile illusion de liberté, construite autour d'un homme persuadé que son silence constituait sa meilleure protection. Baker avait validé ce plan malgré les risques. Ce choix montrait à quel point l'enquête semblait bloquée. Colas refusait la proposition du procureur, rejetait toute idée de coopération et préférait affronter une peine lourde plutôt que de prononcer les noms de ceux qu'il craignait. Pour la police, il fallait donc provoquer une situation où ses propres réflexes parleraient à sa place. Thierry, de son côté, avait joué son rôle dans cette mise en scène en laissant précisément apparaître l'occasion nécessaire. Pour Colas, l'évasion avait dû ressembler à une chance inespérée. Mais pour les enquêteurs, elle n'était qu'une première étape. Tant qu'ils restaient sous surveillance, ils pouvaient espérer qu'ils les conduisent vers quelque chose que les interrogatoires n'avaient jamais réussi à obtenir. Alex et Élise continuaient parallèlement à travailler sur les dossiers de Cécile Alphand. Élise se plongeait dans les documents avec méthode, attentive aux détails, habituée à examiner les incohérences et à chercher ce qui pouvait échapper à un regard trop rapide. Son professionnalisme contrastait étrangement avec l'angle mort qui persistait dans sa propre vie sentimentale. Car lorsqu'il s'agissait d'Agnès, Élise ne voyait encore rien. Elle avait confiance dans cette relation et croyait sincèrement qu'elle avait rencontré quelqu'un avec qui tout semblait fonctionner. Cette tranquillité intérieure la rendait particulièrement vulnérable, parce qu'elle ne cherchait pas ce qu'elle ne pensait pas avoir de raison de chercher. Le mensonge d'Agnès pouvait donc continuer à se déployer. Yann, lui aussi, restait prisonnier d'une perception soigneusement façonnée par Carole. Il repensait probablement à leur nuit ensemble comme au début possible de quelque chose de plus fort. Le refus de la revoir immédiatement ne l'avait pas découragé. Au contraire, cette attente pouvait encore renforcer son envie, comme si la distance ajoutait une intensité supplémentaire à ce qu'il ressentait déjà. Agnès se trouvait ainsi au centre de deux attentes qui ne se croisaient pas encore. Yann espérait revoir Carole, Élise attendait Agnès, et chacune de ces deux identités pouvait continuer à exister tant que personne ne comparait les détails. Mais plus le temps avançait, plus ce double jeu exigeait une précision absolue, car la moindre erreur pouvait suffire à faire tomber tout l'édifice. À mesure que la journée avançait, le contraste entre ce que chacun croyait maîtriser et ce qui lui échappait devenait de plus en plus frappant. Yann pensait simplement devoir patienter avant de revoir Carole. Élise, de son côté, croyait pouvoir profiter sereinement de sa relation avec Agnès. Aucun des deux n'imaginait qu'ils étaient déjà enfermés dans le même mensonge. Pour Agnès, cet équilibre reposait sur une mécanique extrêmement fragile. Elle devait continuer à être crédible auprès de Yann sans éveiller les soupçons d'Élise, puis redevenir auprès de cette dernière la compagne attentive qu'elle pensait connaître. Jusqu'ici, chaque transition semblait parfaitement maîtrisée, comme si elle avait appris à compartimenter ses gestes, ses mots et ses émotions. Ce qui rendait la situation plus troublante encore, c'était la confiance avec laquelle Élise parlait de sa petite amie. Elle ne semblait chercher aucune faille, parce qu'elle n'en voyait aucune. Elle avait même confié à Ludo qu'elle n'avait pas encore découvert les défauts d'Agnès, preuve qu'elle se trouvait encore dans cette phase où chaque attention paraît confirmer que l'on a fait le bon choix. Yann, lui, ne possédait pas davantage de raisons de se méfier. La nuit passée avec Carole avait créé une proximité immédiate et son envie de la revoir rapidement montrait combien il s'était laissé séduire. Le fait qu'elle repousse leur prochaine soirée ne lui avait pas paru suspect. Il l'interprétait comme une simple contrainte, jamais comme la nécessité de protéger une autre vie. Pendant ce temps,
la police continuait de suivre Fabrice Collat avec une prudence extrême. Son évasion avait été voulue, organisée et surveillée, mais elle restait malgré tout dangereuse. L'homme pensait avoir retrouvé sa liberté, alors qu'il évoluait encore sous le regard discret de ceux qui espéraient qu'il les conduise vers les responsables qu'il refusait obstinément de dénoncer. Manu avait choisi une stratégie qui consistait à laisser Collat agir selon ses propres réflexes. Face au procureur, il avait rejeté toute idée de coopération, convaincu que parler revenait à signer son arrêt de mort. En revanche, une fois dehors, il pouvait être tenté de chercher de l'aide, une protection ou un contact. C'était précisément ce comportement que la police espérait observer. La tension venait du fait que personne ne pouvait garantir ce que Collat ferait réellement. Sa peur du réseau paraissait profonde et rationnelle à ses yeux. Lorsqu'il affirmait que son silence était son assurance vie, il ne jouait pas seulement au détenu provocateur. Il révélait probablement une conviction ancrée, mieux valait affronter la justice que prendre le risque de trahir certaines personnes. Thierry avait donc laissé s'ouvrir la brèche nécessaire, tandis que Baker avait accepté la dangerosité de l'opération. Pour l'instant, tout restait sous contrôle, mais cette expression ne pouvait être que provisoire. Dès lors qu'un homme persuadé d'avoir échappé à la police se retrouvait en mouvement, la moindre décision imprévisible pouvait bouleverser le scénario imaginé par les enquêteurs. À côté de cette opération sous tension, Alex et Élise continuaient leur examen des dossiers de Cécile Alphand. Ils se concentraient sur les éléments disponibles, avançant avec méthode. Pour Élise, le travail représentait un univers où les faits devaient pouvoir être recoupés, vérifiés, rapprochés. Cette rigueur rendait presque ironique l'aveuglement qui persistait dans sa propre vie. Car Agnès, elle, ne se présentait pas comme une énigme à résoudre. Elle se présentait comme une évidence affective. Élise n'avait donc aucune raison de confronter ses horaires, ses messages ou ses absences. Elle recevait ses paroles telles qu'elles étaient données, avec la confiance de quelqu'un qui n'imagine pas avoir été placé au centre d'une manipulation soigneusement entretenue. Dans le même temps, Muriel restait préoccupée par sa confrontation avec Ève. Même après le retour de Thomas, la question dépassait largement le retard ou la sortie improvisée. Elle concernait la manière dont chacune entendait occuper sa place autour de l'enfant, ainsi que l'importance qu'Ève voulait continuer à accorder à Elliot malgré les tensions qui existaient désormais. Ève refusait que cette histoire soit simplifiée au point d'effacer son fils. À ses yeux, préserver la place d'Elliot ne signifiait pas empêcher Muriel d'avancer ou contester son rôle auprès de Thomas. C'était une question de mémoire, de filiation et de continuité. Cette position donnait à son affrontement avec Muriel une dimension beaucoup plus intime qu'un simple désaccord d'organisation. Boris, au milieu de ces tensions familiales, devait continuer à penser à Finoma. L'intérêt chinois représentait une occasion économique suffisamment importante pour exiger toute son attention. Pourtant, il voyait bien que Muriel n'était pas disponible mentalement. Les affaires et la vie personnelle se mélangeaient alors de manière inconfortable, chacune rendant l'autre plus difficile à gérer. Bilal, lui, continuait d'observer les retours des clients avec une prudence constante. Berthier pouvait plaisanter sur son côté grincheux, mais cette réserve avait aussi quelque chose de nécessaire au moment où l'enthousiasme commercial risquait d'emporter tout le monde. Les avis étaient rassurants, certes, mais Bilal semblait vouloir s'assurer que l'excitation ne prenne pas le pas sur l'exigence. Salomé, de son côté, vivait une réalité bien moins abstraite. Les rougeurs, les démangeaisons et la sensation de brûlure étaient devenues concrètes, au point de la pousser à manquer son devoir de mathématiques pour aller consulter Claire. Cette décision montrait combien son malaise avait pris de l'importance, elle qui avait d'abord pensé pouvoir simplement calmer sa peau elle-même. Claire avait posé l'hypothèse d'une dermatite de contact, sans identifier de cause certaine. Ce point restait essentiel. La crème montrée par Salomé ne présentait rien d'évidemment anormal, et aucun élément ne permettait encore d'accuser Finoma. Il fallait donc attendre, interrompre les applications et laisser la peau retrouver un état plus neutre avant d'aller plus loin. Cette incertitude installait malgré tout une forme de malaise. Tandis que Boris parlait d'un contrat capable de transformer l'avenir commercial de Finoma, Salomé était contrainte d'arrêter les produits qu'elle utilisait. Deux réalités évoluaient ainsi parallèlement sans qu'aucun lien ne soit encore établi, mais leur juxtaposition suffisait à rendre l'avenir plus fragile qu'il ne paraissait. Et pendant que chacun affrontait ses propres tensions, Agnès continuait d'avancer sur une ligne de plus en plus étroite. Elle pouvait encore croire que tout lui réussissait, Yann était séduit, Élise confiante, aucun soupçon ne semblait se rapprocher d'elle. Pourtant, plus cette double vie durait, plus chaque message, chaque rendez-vous et chaque absence devenait susceptible de se transformer en preuve. Pour le moment, personne ne l'avait encore démasqué.
Mais l'impression de maîtrise absolue commençait à ressembler à une illusion dangereuse. Dans ce type de construction, ce n'est pas toujours une grande erreur qui provoque la chute. Il suffit parfois d'un détail oublié, d'un objet mal dissimulé ou d'un message reçu au mauvais moment pour que deux réalités jusque-là séparées finissent par se rejoindre. La soirée approchait désormais de son terme, mais l'impression que plusieurs équilibres pouvaient se rompre à tout moment devenait de plus en plus forte. Chez Yann, la présence de Carole continuait de laisser une trace. Il avait passé la nuit avec elle, l'avait invitée à revenir rapidement et avait accepté sans méfiance qu'elle repousse leur prochaine rencontre. Rien, dans son esprit, ne venait encore fissurer cette confiance naissante. Pourtant, quelques heures seulement avaient suffi à montrer combien cette confiance reposait sur une réalité entièrement fabriquée. Carole n'avait pas quitté Yann pour retourner vers une vie solitaire. À peine dehors, elle avait repris son identité d'Agnès auprès d'Élise, lui envoyant ce message tendre qui entretenait une proximité parallèle. Deux hommes et femmes avançaient donc vers elle avec des attentes différentes, sans savoir qu'ils partageaient le même piège. Élise, de son côté, continuait de considérer Agnès avec une sérénité presque désarmante. Les confidences faites à Ludo révélaient combien elle se sentait bien dans cette relation. Elle n'avait pas encore trouvé de défaut à sa petite amie, et cette absence de doute renforçait naturellement son attachement. Plus elle croyait connaître Agnès, plus le contraste avec la réalité devenait cruel. Yann se trouvait dans une position tout aussi fragile. Il ne disposait d'aucun élément susceptible de lui faire soupçonner que Carole était liée à Élise. La soirée qu'ils avaient passée ensemble avait suffi à éveiller chez lui une envie manifeste de la revoir. Pour Agnès, cette attirance représentait désormais une deuxième relation qu'il fallait maintenir sans laisser l'une contaminer l'autre. Mais un premier détail vint soudain rappeler qu'aucune double vie n'est totalement hermétique. Agnès possédait un téléphone prépayé, un objet suffisamment discret pour ne pas appartenir à la banalité de ses échanges habituels. Lorsqu'un message arriva sur cet appareil, quelques mots seulement apparurent, « Il faut qu'on se voie ». Aucun nom, aucune explication, aucun contexte ne venait éclairer cette demande. Cette phrase courte suffisait pourtant à changer l'atmosphère. Jusqu'alors, Agnès paraissait contrôler parfaitement le tempo de ses rencontres et de ses mensonges. Ce message introduisait une inconnue qu'elle ne semblait pas avoir provoquée elle-même. Quelqu'un voulait la voir, et l'existence même de ce téléphone prépayé ajoutait une dimension supplémentaire au mystère entourant ses activités. Impossible cependant d'aller plus loin sans dépasser les faits connus. Rien ne permettait d'identifier l'expéditeur, de savoir ce qu'il voulait réellement, ni même si ce rendez-vous avait un rapport direct avec Yann ou Élise. Mais ce simple SMS créait une fissure dans l'image de maîtrise construite autour d'Agnès, comme si une autre partie de son histoire commençait discrètement à remonter à la surface. Pendant ce temps, la police continuait elle aussi à jouer avec les apparences. Fabrice Collat croyait avoir réussi à s'échapper pendant son transfert, profitant d'un moment où Thierry semblait moins attentif. En réalité, cette fuite avait été pensée par Manu et validée par Baker. Là encore, ce que voyait l'intéressé n'était qu'une version soigneusement fabriquée de la situation. Collat ignorait qu'il était surveillé et que chaque mouvement pouvait servir les enquêteurs. La police n'avait pas réussi à le faire parler lorsqu'il se trouvait au commissariat. Lovar lui avait rappelé le danger qu'il courait s'il dénonçait quelqu'un, et lui-même avait clairement affirmé que son silence était son assurance-vie. Il fallait donc tenter de le faire agir autrement. Le plan restait néanmoins extrêmement risqué. Un détenu qui se croit libre peut prendre des décisions impossibles à prévoir, surtout lorsqu'il pense sa vie menacée par un réseau suffisamment puissant pour l'effrayer jusque derrière les murs d'une prison. Pour le moment, les policiers avaient encore la situation sous contrôle, mais cette maîtrise dépendait entièrement de la discrétion de leur surveillance. Manu avait accepté cette prise de risque parce que les méthodes classiques avaient échoué. Même l'offre du procureur, avec réduction de peine et placement à l'isolement, n'avait pas convaincu Collat. Son refus brutal avait montré qu'il accordait plus de poids aux représailles possibles qu'aux avantages judiciaires. Sa peur devenait ainsi l'élément central que la police tentait désormais d'exploiter. Dans un registre très différent, Salomé affrontait elle aussi une situation dont la cause restait incertaine. Claire avait identifié une possible dermatite de contact et lui avait demandé d'arrêter les produits pendant une semaine. La jeune fille devait donc désormais attendre que son visage s'apaise, après avoir vécu cette sensation brûlante qui l'avait poussée jusqu'à l'infirmerie. Le malaise provenait surtout de la proximité entre cet épisode et l'enthousiasme qui entourait Finoma. Boris parlait déjà d'un distributeur chinois très intéressé, tandis que Berthier et Bilal réfléchissaient aux perspectives d'un accord. Rien ne permettait toutefois d'affirmer que le produit était responsable des rougeurs de Salomé, et Claire elle-même n'avait rien décelé d'anormal dans la crème présentée.
Bilal gardait donc son attitude prudente, sans pour autant rejeter les signes encourageants. Les avis clients le rassuraient, et le projet semblait suffisamment solide pour justifier une négociation sérieuse. Mais la situation de Salomé rappelait malgré tout que le moindre incident pouvait soudain prendre une importance considérable lorsqu'un produit s'apprêtait à franchir une nouvelle étape commerciale. Muriel, elle, n'avait guère l'esprit disponible pour ces perspectives. Le retour tardif de Thomas avec Ève avait ravivé leur désaccord, et elle tenait à poser des limites plus claires. Ève refusait cependant que la question soit réduite à une simple opposition personnelle. Derrière son attitude, il y avait surtout sa volonté de ne pas voir Elliot effacé de l'histoire de Thomas. Cette divergence ne trouvait aucune résolution immédiate. Boris avait pris Thomas pour le bain, laissant aux deux femmes l'espace nécessaire pour se parler, mais leurs positions restaient différentes. Muriel voulait défendre son cadre, Ève voulait préserver la place d'Elliot. Entre elles, la tension demeurait donc intacte, faite autant de douleurs anciennes que de désaccords présents. Et tandis que toutes ces intrigues continuaient de progresser à bas bruit, celle d'Agnès conservait la plus dangereuse des fragilités. Elle dépendait du fait que Yann et Élise ne découvrent jamais qu'ils connaissent la même femme. Pour l'instant, aucun d'eux ne possédait encore la pièce manquante. L'un attendait Carole, l'autre avait confiance en Agnès. Mais le téléphone prépayé venait d'introduire un élément nouveau, silencieux et potentiellement déstabilisant. Il faut qu'on se voie. Quelques mots seulement, et pourtant il suffisait à rappeler que même Agnès pouvait recevoir un message qu'elle n'avait pas prévu. La femme qui manipulait jusque-là les attentes des autres se retrouvait à son tour sollicitée par une présence invisible. Le piège restait donc parfaitement refermé sur Yann et Élise, mais sa solidité n'était plus absolue. Plus Agnès accumulait les identités, les rendez-vous et les secrets, plus la possibilité d'une contradiction devenait réelle. Elle n'était pas encore démasquée. Rien ne prouvait même qu'elle le serait rapidement. Pourtant, pour la première fois, quelque chose semblait pouvoir échapper à son contrôle.